Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit d'un des penseurs les plus influents, mais aussi les plus controversés, du XXe siècle, Michel Foucault. On ne va pas simplement parler de sa vie, on va décortiquer ses idées les plus percutantes sur le pouvoir, la vérité et la manière dont il façonne notre réalité. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'autorité et la connaissance, car Foucault va tout remettre en question. Oubliez l'image du roi sur son trône, tenant fermement son sceptre. Oubliez l'idée du politicien charismatique, haranguant la foule et exerçant son influence. Ces images, bien que puissantes, ne représentent qu'une facette très limitée du pouvoir, selon Michel Foucault. Elles véhiculent une conception traditionnelle, presque archaïque, du pouvoir comme une possession, quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Foucault, dans son analyse sociale radicale, a complètement démantelé cette idée. Pour lui, le pouvoir n'est pas un objet que l'on peut saisir, stocker ou transférer. Il n'est pas une substance, un bien tangible. Ce n'est pas non plus une institution. L'État, par exemple, n'est pas le pouvoir. Il est un ensemble de pratiques, de relations, de mécanismes à travers lesquels le pouvoir s'exerce. Imaginez plutôt le pouvoir comme un réseau électrique. L'électricité n'est pas dans la centrale. La centrale est un nœud important du réseau, un lieu de production, mais l'électricité elle-même circule. Elle traverse les câbles, alimente les maisons, les usines, les rues. Elle est présente partout, même si elle est invisible. Et elle est relationnelle. Elle ne prend sens que lorsqu'elle connecte une source d'énergie à un appareil qui en a besoin. Le pouvoir, pour Foucault, fonctionne de la même manière. Il est diffus. Il est omniprésent. Il n'est pas localisé en un seul point, mais il imprègne toutes les strates de la société. Il se manifeste dans chaque interaction, chaque relation sociale. Pensez à une salle de classe. L'enseignant a, bien sûr, une autorité formelle. Il donne les notes, décide du programme, maintient l'ordre. Mais le pouvoir ne se limite pas à cela. Il y a aussi le pouvoir des normes implicites, la pression des pairs, les attentes des parents, les dynamiques de groupe. Tout cela influence le comportement des élèves, crée des hiérarchies, des exclusions. Le pouvoir est partout, même dans les regards, les silences, les murmures. Considérez le milieu professionnel. Le patron a le pouvoir de décision, de promotion, de licenciement. Mais il y a aussi le pouvoir des rumeurs, des alliances, des réseaux informels. Le pouvoir de celui qui détient l'information ou qui contrôle l'accès à certaines ressources. Le pouvoir peut même se nicher dans la maîtrise d'un jargon technique spécifique, qui exclut les non-initiés. Et même dans la sphère privée, dans nos relations les plus intimes, le pouvoir est présent. Dans un couple, une famille, entre amis, il y a des dynamiques de pouvoir, des négociations constantes, qui décident des vacances, qui gère le budget, qui a le dernier mot. Ces questions apparemment banales révèlent la présence subtile mais constante du pouvoir. Le pouvoir n'est donc pas un objet que l'on possède, mais une stratégie que l'on déploie. Une relation qui se construit et se transforme en permanence. Il est un champ de force, toujours en mouvement, toujours en tension. Comprendre cela, c'est faire un premier pas essentiel pour décrypter les mécanismes qui régissent notre société et pour peut-être commencer à les remettre en question. On nous martèle souvent cette idée. Savoir, c'est pouvoir. Une formule simple, séduisante, qui suggère que la connaissance est une arme, un outil de libération. Plus on en sait, plus on est puissant. C'est une vision optimiste, presque utopique du savoir. Mais pour Michel Foucault, cette équation est beaucoup trop simpliste. Elle passe à côté de la complexité de la relation entre savoir et pouvoir. Foucault ne nie pas l'importance du savoir. Bien sûr, la connaissance peut être un atout, un moyen d'agir sur le monde. Mais il va beaucoup plus loin. Il introduit le concept de pouvoir-savoir, un terme qui fusionne les deux notions, les rendant indissociables. Il ne s'agit plus de savoir égale pouvoir, mais de pouvoir et savoir intimement liés,
s'influençant mutuellement dans un cycle constant. Pourquoi cette fusion? Parce que pour Foucault, la connaissance n'est jamais neutre, elle n'est jamais objective, elle n'est jamais purement désintéressée, elle est toujours produite dans un contexte spécifique, un contexte de pouvoir. Et plus important encore, elle sert ce pouvoir. Elle le renforce, le légitime, le perpétue. Prenons un exemple historique frappant, la naissance de la psychiatrie moderne au XIXe siècle. Les médecins de l'époque ont commencé à catégoriser, à classifier, à diagnostiquer différentes formes de folie. Ils ont élaboré des théories, des classifications, des traitements. Tout cela semblait relever d'une démarche scientifique, d'une volonté de comprendre et de soigner la maladie mentale. Mais Foucault, dans son analyse, met en lumière un autre aspect. La définition même de la folie n'était pas neutre. Elle était chargée de valeurs morales, de normes sociales. Ceux qui étaient considérés comme fous étaient souvent ceux qui dévient de la norme, qui remettent en question l'ordre établi. Les femmes qui refusaient leur rôle traditionnel, les ouvriers qui se révoltaient, les homosexuels, tous ceux qui ne se conformaient pas pouvaient être étiquetés comme fous, internés, exclus. Le savoir psychiatrique, dans ce contexte, n'était pas seulement un outil de connaissance. C'était aussi un outil de contrôle, un moyen de discipliner les corps, de normaliser les comportements, de réprimer la dissidence. Le savoir produit par la psychiatrie servait le pouvoir de l'État, de la bourgeoisie, de la morale dominante. Le pouvoir savoir était à l'œuvre, créant une vérité qui justifiait l'exclusion et la répression. Et cet exemple n'est pas isolé. Foucault a analysé de nombreux autres domaines où le pouvoir savoir est à l'œuvre. La médecine, la justice, l'éducation, la sexualité. Partout, il montre comment la connaissance est façonnée par des relations de pouvoir et comment elle contribue à maintenir ces relations. Pensez aujourd'hui à la manière dont on parle de la délinquance. Les statistiques, les études sociologiques, les reportages. Tout cela produit un discours sur la criminalité, un savoir qui influence notre perception du phénomène. Mais ce savoir est-il neutre? Reflète-t-il toute la réalité? Ou bien met-il en lumière certains aspects au détriment d'autres? Et surtout, à qui profite ce discours? À quelle politique sert-il de justification? Le pouvoir ou le savoir n'est pas une théorie abstraite. C'est un outil d'analyse concret qui nous permet de déconstruire les discours dominants, de questionner les évidences, de révéler les mécanismes de pouvoir qui se cachent derrière la production de connaissances. C'est une invitation à la vigilance critique, à ne jamais accepter le savoir comme une vérité absolue, mais à toujours l'interroger, à le contextualiser, à le mettre en perspective. C'est seulement à cette condition que l'on peut espérer transformer un peu la réalité. Michel Foucault a été profondément marqué par l'évolution des formes de pouvoir dans les sociétés modernes. Il a constaté un glissement, un passage d'un pouvoir souverain basé sur la force brute et la répression directe à un pouvoir disciplinaire, beaucoup plus subtil, plus insidieux. Et l'un des concepts clés pour comprendre cette transformation, c'est celui du panoptique. Le panoptique, c'est un projet architectural imaginé par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit d'une prison d'un genre nouveau, conçue pour maximiser l'efficacité de la surveillance. Imaginez un bâtiment circulaire. Au centre, une tour de contrôle, d'où un gardien peut observer toutes les cellules disposées en périphérie. Les cellules sont conçues de telle sorte que les détenus sont constamment visibles depuis la tour, mais incapables de voir si le gardien les observe réellement. C'est là toute la puissance du panoptique. Le détenu ne sait jamais s'il est observé, mais il sait qu'il peut l'être à tout moment. Cette incertitude constante crée un effet de dissuasion extrêmement puissant. Le détenu finit par intérioriser la surveillance. Il se discipline lui-même, de peur d'être pris en faute, même en l'absence réelle du gardien. Foucault n'a pas simplement étudié le panoptique comme un projet architectural. Il l'a utilisé comme une métaphore de la société disciplinaire moderne.
Il a montré comment ce principe de surveillance omniprésente et intériorisée s'est diffusé bien au-delà des murs de la prison. Il s'est insinué dans les écoles, les usines, les hôpitaux, les bureaux. Bref, dans toutes les institutions qui structurent notre vie. Pensez à l'école, les rangées de tables face aux professeurs, les évaluations constantes, les notes, les classements. Tout cela crée un système de surveillance permanente qui incite les élèves à se conformer, à travailler, à respecter les règles. Même en l'absence du professeur, l'élève sait qu'il peut être interrogé, évalué, jugé. Il intériorise la discipline, il s'autocontrôle. Considérez l'usine, le travail à la chaîne, les cadences imposées, les contremaîtres qui surveillent, les pointeuses qui enregistrent le temps de travail. Tout est conçu pour maximiser la productivité, pour contrôler le corps et le temps des ouvriers. La surveillance est constante, visible, mais elle est aussi intériorisée. L'ouvrier sait qu'il doit travailler vite et bien, même si personne ne le regarde directement. Et aujourd'hui, à l'ère numérique, cette surveillance s'est encore intensifiée et sophistiquée. Pensez aux caméras de surveillance dans les rues, les magasins, les entreprises, aux algorithmes qui traquent nos moindres faits et gestes en ligne, à nos smartphones qui enregistrent nos déplacements, nos conversations, nos achats. Nous sommes constamment surveillés, tracés, analysés. Et comme dans le panoptique, nous ne savons jamais exactement qui nous observe, ni comment nos données sont utilisées. Cette incertitude crée un climat de méfiance, de paranoïa, mais surtout, elle nous pousse à l'autocensure. Nous faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous écrivons, à ce que nous partageons en ligne. Nous nous conformons aux normes implicites, de peur d'être jugés, critiqués, exclus. Nous intériorisons la surveillance, nous devenons nos propres gardiens. La société disciplinaire, selon Foucault, n'est pas une société totalitaire, où le pouvoir s'exerce de manière brutale et visible. C'est une société beaucoup plus subtile, où le pouvoir s'insinue dans les moindres recoins de notre vie, où il nous modèle de l'intérieur, où il nous incite à nous conformer volontairement. C'est une société où la surveillance est omniprésente, mais invisible, où le pouvoir est diffus, mais extrêmement puissant. Et le panoptique, cette prison imaginaire, est devenue la métaphore parfaite de cette réalité. On a tendance à penser la vérité comme quelque chose d'absolu, d'immuable, d'universel. Une vérité qui serait la même pour tous, partout et en tout temps. Une vérité qui existerait indépendamment de nous, de nos croyances, de nos cultures. Une vérité qu'il suffirait de découvrir comme un trésor caché. C'est une vision rassurante, presque sacrée, de la vérité. Mais pour Michel Foucault, cette vision est, encore une fois, une illusion. Foucault ne nie pas l'existence de faits, de données objectives. Bien sûr, il y a des réalités matérielles, des événements qui se produisent. Mais ce qui l'intéresse, c'est la manière dont ces faits, ces événements, sont interprétés, transformés en vérité. Et pour lui, cette transformation n'est jamais neutre. Elle est toujours le produit d'un processus social, d'une construction collective. Foucault introduit le concept de régime de vérité. Un régime de vérité, c'est un ensemble de règles, de normes, de discours qui définissent ce qui est considéré comme vrai ou faux dans une société donnée, à une époque donnée. C'est un système de pensée, un cadre de référence qui détermine ce qui est acceptable, crédible, légitime, et ce qui ne l'est pas. Chaque société, chaque culture, chaque époque a son propre régime de vérité. Ce qui est considéré comme vrai au Moyen Âge ne l'est pas forcément à la Renaissance. Ce qui est vrai en Occident ne l'est pas nécessairement en Orient. Ce qui est vrai pour la science ne l'est pas toujours pour la religion. Les régimes de vérité sont multiples, changeants, contestés. Et ils ne sont pas le fruit du hasard. Ils ne tombent pas du ciel. Ils sont le produit de luttes de pouvoir, de conflits entre différents groupes sociaux qui cherchent à imposer leur vision du monde, leur interprétation de la réalité. Le régime de vérité dominant est celui qui a réussi à s'imposer, à devenir la norme, la référence.
mais il est toujours fragile, contesté, susceptible d'être remis en question. Prenons l'exemple de la sorcellerie au Moyen Âge et à la Renaissance. À cette époque, la croyance aux sorcières était largement répandue. Des milliers de personnes, principalement des femmes, ont été accusées de sorcellerie, jugées, torturées, exécutées. Pour les gens de l'époque, l'existence des sorcières était une vérité. Elles faisaient partie de leur régime de vérité. Aujourd'hui, avec le recul, nous considérons cette croyance comme une superstition, une erreur. Nous expliquons les accusations de sorcellerie par l'ignorance, la peur, la manipulation. Mais pour les gens qui vivaient à cette époque, c'était réel. Leur régime de vérité était différent du nôtre. Et ce régime de vérité était soutenu par des institutions puissantes, comme l'Église, qui avait tout intérêt à maintenir cette croyance. Un autre exemple, plus contemporain, la question du changement climatique. Il existe un consensus scientifique quasi universel sur la réalité du réchauffement climatique et sur son origine humaine. Pourtant, certains groupes, certaines entreprises, certains gouvernements contestent cette vérité. Ils produisent des contre-discours, des études qui remettent en question les conclusions des scientifiques. Ils cherchent à influencer l'opinion publique, à créer un autre régime de vérité. Pourquoi? Parce que la reconnaissance du changement climatique a des implications politiques, économiques, sociales considérables. Elle remet en question notre mode de vie, notre système économique, nos sources d'énergie. Elle menace les intérêts de certains groupes puissants. La lutte pour la vérité sur le climat est donc une lutte de pouvoir. Foucault nous invite à déconstruire les régimes de vérité, à analyser les mécanismes qui les produisent, à comprendre qui les soutient et à qui ils profitent. Il nous encourage à ne jamais accepter une vérité comme définitive, mais à toujours la questionner, à la contextualiser, à la mettre en perspective. Il nous rappelle que la vérité n'est pas un donné, mais une construction, et que cette construction est toujours un enjeu de pouvoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.